Merci à toutes et à tous d'être là cet après-midi. Je suis Anne Chevrel et je vais avoir le grand plaisir d'animer ce troisième temps des assises territoriales de la transition agroécologique et de l'alimentation durable 2022. Une troisième séquence qui a été baptisée « Je m'engage, j'agis », car c'est effectivement d'action, de mobilisation, de partenaires dont nous allons parler cet après-midi. Alors, quelques éléments de programme de l'après-midi pour commencer. Jusqu'à 15h40, 15h45, nous allons avoir un temps de dialogue en 3 tables pour essayer, avec des acteurs de terrain, de nous permettre de mettre en perspective des futurs alimentaires souhaitables. Souhaitables pour nous qui mangeons tous, et pour nos territoires aussi. On va parler évolution sociétale, on va parler impératif climatique, bien sûr, et on va aussi aborder la question de l'implication de tous les acteurs et de citoyenneté alimentaire. Ce sera le premier temps de notre après-midi. Et puis après une pause, en milieu d'après-midi, nous consacrerons le tout dernier temps de ces assises à une plénière de réflexion politique, de portage de ces futurs souhaitables que vous portez tous. Une réflexion politique qui va nous permettre de nous engager et d'agir concrètement sur les territoires de l'endroit où nous sommes, chacun d'entre nous. Alors, ces assises, vous l'avez bien compris depuis hier matin, ces assises, ce sont les vôtres. Cet après-midi également, n'hésitez pas à participer le plus activement possible au débat. Vous allez avoir 2 possibilités. La possibilité de solliciter le micro après chacune des séquences pour interroger nos acteurs, nos témoins. Mais vous allez aussi pouvoir envoyer vos questions, envoyer vos témoignages, vos réflexions par SMS. Vous le voyez, il y a quelques minutes, et je pense que ça va revenir, un numéro de téléphone portable qui va s'afficher à l'écran. J'ai le téléphone portable sur l'une des tables et je me ferai à ce moment-là votre porte-parole. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions par SMS. Je crois que nous verrons, voilà, ce numéro de téléphone sur lequel vous allez pouvoir envoyer toutes vos remarques. Premier temps, un temps de réflexion, on l'a dit, et de dialogue autour de futurs alimentaires souhaitables. 3 groupes d'acteurs, 3 acteurs de territoire, 3 groupes de chercheurs qui vont nous donner des regards sur ce qui dessine l'avenir en matière d'alimentation, en matière d'agriculture aussi. Et nous allons commencer par un premier thème, celui des évolutions en cours, évolutions sociétales, des évolutions sociétales qui se font aussi au regard d'impératifs climatiques. Et pour en parler avec nous, 3 invités. Bonsoir à toutes les 3, bonjour, pardon. Avec nous, Marianne Bléau, qui est économiste, qui est directrice du pôle data et économique du CREDOC. Bonjour Marianne, merci d'être avec nous. Avec nous également Catherine Darro, qui est sociologue, qui est enseignante-chercheur à Agrocampus Ouest, et Sarah Martin, qui est chef du service agriculture, forêt et alimentation à l'ADEME. Alors toutes les 3, vos recherches, elles portent sur ces transformations en cours au niveau de l'alimentaire, puis au niveau de la manière dont on change nos façons de manger. Est-ce que vous pouvez, les unes et les autres, nous dire quel est votre regard sur l'évolution de l'offre alimentaire ? Comment ça va évoluer? Comment ça évolue déjà? En quoi le changement climatique, par exemple, est-il en train de changer les produits que nous trouvons sur nos tables? Est-ce qu'on sent déjà des choses de cet ordre? Catherine, est-ce que vous voulez prendre le micro pour commencer? Juste sur cette question-là ou sur quelque chose de long? Comme vous voulez. La question, c'était juste sur cette question-là ou est-ce que sur... Voilà, est-ce que vous pouvez élargir? Et je trouve que c'est difficile justement de prendre un morceau de la situation en la dissociant de ce qui se passe de façon plus générale. Donc, pour moi, c'est plus facile de répondre sur un ensemble en termes de fresques. Où est-ce qu'on en est de ce qui se passe? Donc je veux bien peut-être poser quelques jalons temporels, au moins pour fixer le débat dans ces jalons, à partir de mes propres travaux. Si on remonte à peu près à 2010, à ce moment-là, on ne se posait pas les questions de la même manière, il me semble. Voilà, il y a
maintenant un peu plus d'une décennie, on avait encore cette bipartition entre une niche consacrée au circuit court, etc., et puis cette lecture de l'agro-industrie plus globale qui fournissait l'essentiel de notre alimentation. C'était à la fois la lecture des faits sur le terrain, et puis aussi la manière dont politiquement et en recherche on se représentait les choses. Et donc la question de ce moment-là, c'était est-ce que ces modèles alimentaires très locaux vont sortir de leur niche à un moment, et si oui, est-ce que ce sera à la faveur de certaines crises, dont le changement climatique, et est-ce qu'ils détiennent des réponses peut-être plus appropriées. Mais l'horizon qu'on se fixait, il était à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, les crises on en parlait pour plus tard. À un moment, les choses se sont un petit peu accélérées à la faveur de toutes sortes d'éléments très globaux. En 2014-2015, il y a eu une série d'événements publics qui ont changé le statut du propos sur cette niche, sur cette alimentation locale, notamment, à mon avis, en 2014, la formalisation des projets alimentaires territoriaux par l'État, la possibilité pour les territoires de se mettre en chemin avec un discours politique, un projet politique, donc plus seulement des expériences locales de citoyens, d'agriculteurs, etc., mais un projet politique en tant que tel. Et puis, à la même époque, 2014, dans le même sens, il y a eu la déclaration de Rennes, qui était celle de l'Association des régions de France, qui portait le même genre d'idée. Et puis, l'année d'après, à l'Exposition universelle de Milan, 2015, le pacte de Milan, qui invitait une centaine de grandes villes à aller dans la même direction. Donc là, vraiment une cristallisation d'un modèle politique assez alternatif, centré sur les territoires et qui mettait en lien l'alimentation, l'agriculture, les démarches citoyennes, l'inclusion sociale, et puis voilà, les démarches politiques locales. Donc c'est vraiment un moment de sortie de niche. Mais ça n'avait pas encore de réalité, c'est juste que ça devient un modèle politique. C'était encore que politique. Voilà. La cristallisation de ces pratiques-là comme un système alimentaire en tant que tel a été encore dans les tuyaux. Alors, entre cette période de 2015 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses du point de vue de l'action des acteurs sur le terrain, dont les politiques locales, dont les collectivités locales qui se sont présentées comme chefs d'orchestre souvent, aux côtés d'autres acteurs organisateurs des territoires, par exemple les parcs naturels régionaux, etc. Et puis les chercheurs ont regardé ça. Donc moi je le vois par ce prisme-là, comme chercheuse. Entre 2015 et 2020, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Frugal, on a essayé avec Serge Bonnefoy, qui est là devant, que je vois par exemple, et Terres en Ville, on a été nombreux à essayer de saisir ce qui se passait. Et on a travaillé pendant 5 ans, on était très nombreux, donc je ne vais pas tout vous raconter, mais il est sorti quelques éléments clés qui sont à mon avis cruciaux pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui et répondre à cette question. Les territoires sont très hétérogènes dans leur manière de pouvoir affronter ces enjeux-là. Et ils suivent des chemins très différenciés en fonction de ces hétérogénéités. Leurs profils sociaux sont différents, ce que la population peut acheter, ses traditions, sa culture, ses moyens, ses habitudes alimentaires. Les ressources du territoire sont très différentes. Et puis, par conséquent, en fonction de ces cultures locales, les chemins empruntés sont différents. Mais Catherine, même avec ces différences, on le sait tous, on vit dans des territoires qui ont des identités parfois fortes et très marquées. Oui. Est-ce qu'on peut dessiner cette fresque dont vous nous parlez à partir de 2015 avec un moment de bascule? Est-ce qu'aujourd'hui, très concrètement, dans les assiettes, on commence à sentir cette préoccupation du climatique, cette préoccupation environnementale, et est-ce qu'on arrive à rejoindre un petit peu ces deux polarités qui étaient inconciliables, oui, l'agroalimentaire industriel et puis le circuit court? Allez, je me donne 5 phrases pour résumer la fresque et conclure. Ok. À peu près. Cette fresque, elle existe, effectivement. C'est-à-dire qu'à travers la variété, au-delà de la variété des territoires, il y a des constantes. Ces constantes, elles sont, si on stylise beaucoup, vous vous reconnaîtrez ou pas, mais si on stylise beaucoup, d'abord des niches pionnières qui agrègent 2 types d'acteurs qui ne sont pas toujours les mêmes dans les territoires. Ça peut être, si on compare par exemple Rennes où j'habite, agriculteurs, consommateurs alternatifs, mais à Poitiers, c'est plutôt les structures sociales et les collectivités locales, mais qui se mettent en chemin sur cette transition alimentaire, locale, etc. Puis, 10 ans plus tard, à peu près, dans tous les territoires, d'autres acteurs plus institutionnels, type chambre d'agriculture, agriculteurs conventionnels, collectivités locales, qui se mettent en chemin par d'autres voies.
sur d'autres sujets, par exemple la protection des terres agricoles locales, qui sont d'autres enjeux. Mais qui vont rejoindre les qui a priori ne travaillent pas ensemble parce qu'ils ne s'entendent pas trop. C'est deux visions politiques différentes. Et à un moment, souvent à ce moment-là, 2014-2015, à un moment assez récent, la collectivité locale ou un autre acteur structurant du territoire du même genre, type parc, dit « Allez, vous êtes tous là, il faut qu'on se mette d'accord. Maintenant, chacun fait ce qu'il a à faire, mais on se coordonne un petit peu et on raconte un récit commun. » Donc, ateliers, assises, projets politiques, chartes, etc., qui donnent une structure et une identité à ce territoire fait d'un diagnostic et d'un projet. Ça, on le retrouve. Je vais trop loin partout. si je dis convergence à ce moment-là. Oui, moi je dis reconnexion et des tas de mots possibles. Il y a un schéma, en tout cas, qui se dégage, un modèle. Bon, arrive là la crise du coronavirus, dont on pourrait se dire c'est une épreuve isolée, mais non. Dans la foulée, on récupère une grande sécheresse, des inondations, la guerre en Ukraine, des enjeux, bon, tout ça va être les mantras de ces 2 journées, hein, mais des enjeux sur les ressources, etc. À partir de là, la rhétorique politique me semble basculer, et les expériences de terrain basculent également, à cause de cet ensemble d'épreuves. Et on voit arriver un certain nombre d'expériences qui résument finalement, je pense qu'on est en train d'affronter ce qu'on va affronter, qui sont des questions sur nos ressources localement, à partir du terme résilience. Est-ce que mon territoire est résilient et avec qui je peux travailler pour le rendre résilient? Donc là, pour le coup, la question de la ressource est immédiate. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tenus à l'écart de cette résilience? Est-ce qu'on est capable d'inclure tout le monde? Est-ce que des gens vont manquer? Qui est précarisé, etc., qui est un deuxième grand champ politique qui émerge et qui mobilise beaucoup de monde. Comment on fait pour gouverner ça? Et la crise du Covid, avec ce qu'on a étudié là dans notre petite enquête Manger autant du coronavirus, on a essayé de suivre ça au plus près, a montré que notamment la figure du maire, du conseil municipal et du maire, était le grand orchestrateur de ce moment-là. Et je disais convergence tout à l'heure, les convergences, elles se font aussi à la faveur d'acteurs qui vont permettre à des acteurs qui, comme vous le disiez, parfois ne s'entendent pas ou n'ont pas la même vision, de se retrouver, de trouver un lieu, un endroit où on peut parler, on peut monter des projets communs. Vous avez souligné, Catherine, un point important, c'est à quel point la crise ou les crises que nous sommes en train de vivre permettent de basculer, en tout cas sur la volonté commune d'avancer. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous passiez le micro à votre voisine, à Sarah Martin, parce que justement, la question des crises à venir, des défis auxquels nous allons être confrontés, ça a été l'objet d'une étude de l'ADEME. On connaît tous ces 4 scénarios ou scénarii, je ne sais pas comment on dit, mais pour l'avenir, les transitions à mener. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que nous dit Catherine et comment vous placez les questions de l'alimentation dans ces 4 scénarios pour les transitions ? Oui, alors effectivement, pour rebondir sur l'intervention de Catherine, on voit des frémissements et on voit qu'on est confronté dès aujourd'hui à des chocs, à des crises qui arrivent, probablement plus vite que ce qu'on avait anticipé. Et de ce fait-là, il y a vraiment un enjeu du passage à l'action rapidement et de se mettre sur la bonne trajectoire. Alors qu'est-ce que la bonne trajectoire? Ça, c'est probablement un choix sociétal à définir ensemble. Et pour, on va dire, apporter des éléments de réponse à cette question, donc l'ADEME a conduit sur 18 mois, donc paru fin 2021, 4 scénarios, donc, qui s'appellent Transition 2050, qui visaient à illustrer un champ des possibles autour de la question et de l'objectif de la neutralité carbone. Donc les 4 scénarios visent à atteindre cette neutralité carbone, tous secteurs confondus, et à éclairer les décisions incontournables à prendre maintenant pour répondre à ces objectifs à terme. Donc ces 4 scénarios, ils sont contrastés, ils intègrent tous les secteurs, et ils vont de scénarios qui sont très sobres, génération frugale, coopération territoriale, à des scénarios qui se basent plus sur la solution technologie verte, et Paris réparateur, qui se base notamment sur le captage et le stockage de carbone, et avec beaucoup plus d'incertitudes en termes de possibilités de réalisation. Et donc concernant l'alimentation et l'agriculture, le système alimentaire de manière générale, donc partant du principe qu'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre en tant qu'individu au niveau français sont constituées par le système alimentaire, on est parti d'abord de l'assiette.
qu'on a essayé de définir donc, de manière contrastée dans ces différents scénarios de la demande. Et on a défini des systèmes agricoles qui permettaient de répondre à cette demande. Et moyennant, selon les scénarios, plus ou moins d'ancrage territorial, de coopération entre les territoires, ou au contraire une complète déconnexion entre l'offre et la demande, on a plus ou moins d'import-export. Et on reboucle également avec les autres demandes qui sont faites à l'agriculture sur le territoire, d'un point de vue de ces enjeux liés au changement climatique, à savoir donc à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également la production d'autres types de biomasse et le stockage de carbone. Et c'est bien un équilibre et un bouclage entre toutes ces demandes qui sont faites au système alimentaire sur lesquelles on a essayé de jouer dans ces scénarios. Alors, sur ces 4 scénarios, on imagine qu'il y en a certains qui sont plus favorables à une alimentation saine, de bonne qualité et respectant l'environnement. Sans doute celui sur la sobriété. Catherine nous expliquait tout à l'heure la convergence, ou en tout cas le moment où il y a un dialogue nécessaire qui va commencer entre un modèle qui est... Vous parliez d'export-import, agroalimentaire, industriel, on parlait de circuits courts. Comment, dans ces scénarios, vous imaginez la place de circuits plus courts, la place d'importation et d'exportation de produits alimentaires qui, pour l'instant, sont assez massives? Dans ces 4 scénarios, on va vers quoi, en fait, si on imagine un peu plus de sobriété dans les années à venir? De fait, effectivement, les 2 premiers scénarios qui sont les plus sobres sont les seuls qui permettent à l'agriculture et au système alimentaire de répondre aux objectifs qui sont fixés à l'échelle européenne ou aux engagements de la France sur la réduction de l'empreinte carbone. Ce sont également ceux qui préservent le mieux les écosystèmes et les enjeux autour de la biodiversité de manière générale. Après, on nous a beaucoup... ces scénarios, ils interpellent notamment parce qu'on est sur des changements de comportement, de régime alimentaire et de mode de production qui paraissent, vu d'ici, assez importants par rapport à où on est aujourd'hui. Une division par 2 ou par 3 de la quantité de viande dans l'assiette, un paysage agricole qui est de manière dominante avec une production à très bas intrants, type agriculture biologique ou en agroécologie, donc un paysage agricole assez différent de celui qu'on a aujourd'hui. Et se pose la question de la transition vers ce schéma-là et de l'acceptabilité aussi de ces scénarios. Voilà, de comment on y va. Après, ce qu'on se rend compte en les présentant, et je pense que c'est tout l'enjeu d'écrire des scénarios, on l'a vu ce matin, moi j'étais dans un atelier qui présentait 4 scénarios contrastés également sur la région Bretagne, plutôt sous l'angle effectivement du consommateur et de son évolution du changement de comportement. Ce qu'on se rend compte, c'est que d'une part, les changements ils peuvent être très rapides, comme on le voit. Dès qu'on est confronté à des crises, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Et d'autre part, il y a vraiment besoin de poser aussi dans la société quelles sont les conséquences de chaque scénario. Si on dit on ne change rien, derrière on laisse des gens sur le côté. Il y a de la précarité à la fois dans le système productif et dans le système de consommation. Donc il y a tout ce qu'on occulte dans le fait de pouvoir aujourd'hui manger tout le temps et dans les quantités sans limite. Donc il faut intégrer toutes les dimensions et notamment la dimension sociale. C'est ce qu'on fait depuis hier matin, je pense, avec ces questions-là. Alors on va parler des consommateurs, consommateurs. Je laisse la question en suspens. Juste un point, Catherine, si vous voulez bien rebondir. Ce que vous posez déjà, et c'est un premier point, c'est la question de l'autonomie des territoires, autonomie alimentaire des territoires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se dessine? Alors, je sais que ça a été un sujet sur lequel vous avez travaillé il y a quelques années. C'est possible ou pas? Alors, deux volet de réponse rapide. Effectivement, en 2010, quand on a commencé à travailler là-dessus, sur une étude qui date, maintenant il y a des choses beaucoup plus sophistiquées qui ont été faites. On avait travaillé avec nos étudiants, essayer de modéliser quel était le potentiel d'autonomie alimentaire de Rennes. J'étais candide à l'époque, je démarrais, et je me suis dit, tiens, je vais leur proposer ça comme sujet de TD. Alors, attachez vos ceintures, on en a pris pour 3 ans de prospective, on s'est rendu compte très vite qu'il fallait travailler par scénario et que la réponse... Et qu'il y avait beaucoup de facteurs à intégrer. Ça dépendait de ce qu'on met dans l'assiette. Donc ils ont renversé la question et ils sont partis sur 2 scénarios. L'un
on continue, tendanciel, classique en prospective, et l'autre, on maximise l'autonomie alimentaire territoriale, et on est retombé sur les mêmes choses que dans ce qu'il y a depuis eu dans After 2050, dans les scénarios ADEME, tout concorde pour dire réduire la part de protéines animales dans la ration compte énormément, le potentiel d'autonomie alimentaire d'un territoire n'est pas ce qui se passe actuellement, il y a un potentiel et puis il y a ce qu'on fait de nos productions locales qui partent hors du territoire. Alors le verdict à Rennes, on avait pris Rennes Métropole, qui est une zone qui a quand même beaucoup de terres agricoles, donc ça est fertile, avec un climat tempéré, donc dont le potentiel agronomique est très élevé. Donc je pense qu'on est au top de ce que les territoires peuvent avoir. Si on va à Aix-Marseille, c'est pas du tout ça, par exemple. On imagine. Le scénario tendanciel donné pour Rennes Métropole, donc sans aller chercher au-delà de la ceinture, dans ce qu'on appelle l'interland, c'est-à-dire le territoire avec lequel la ville dialogue, on était à 20% d'autonomie alimentaire en tendanciel, 40% si on maximisait tout le potentiel. Voilà. Une phrase de plus, l'épreuve du coronavirus a montré la réactivité incroyable d'un territoire, puisque partout en France, en quelques heures presque, quelques jours, l'alimentation locale a multiplié par 3 son recours au circuit court. Donc en même temps, les crises majeures comme le premier confinement montrent des capacités de réaction toujours à explorer. Incroyables, inimaginables. Alors vous dites une chose importante, et je vais vous demander de passer le micro à Marianne, c'est plusieurs choses. L'autonomie des territoires, de façon tendancielle, on peut avancer, même si on n'arrivera jamais à une autonomie totale. Vous dites aussi que la sobriété intègre plein de facteurs et que ça se fait à la faveur d'acteurs qui peuvent être mis en dialogue par les collectivités. Mais vous avez aussi parlé d'un facteur essentiel, c'est nous face à notre assiette, nous consommateurs, mais je sais que ça fait réagir. Alors, les attentes des consommateurs, je ne veux pas dire parce que les attentes sont nombreuses, les consommateurs différents. Marianne, quelles sont-elles? Comment est-ce qu'elles évoluent, ces attentes des consommateurs? Alors, je suis désolée, moi, je ne vais pas venir avec que des bonnes nouvelles. Les attentes des consommateurs, elles évoluent effectivement assez fortement ces dernières années et elles ont fortement évolué sous l'impact de la crise Covid. On a un certain nombre de séries au Crédoc qu'on suit de manière historique, donc on a pu voir un regain d'attrait pour le local, un regain d'intérêt pour les questions environnementales, un regain d'intérêt pour l'alimentation de qualité pendant cette période. On a aussi vu, malheureusement, que ce regain d'intérêt, il avait tendance à se tasser, voire à s'inverser avec le temps, en fonction des indicateurs. Et donc, il y a une capacité de réaction à la crise, mais aussi un désir de retour à la normale, et en fait un paradigme culturel global qui est celui de la société de consommation, qui reste le paradigme dominant pour la majorité des consommateurs. Alors, on a beaucoup parlé d'expériences qui vont finalement un peu faire un pas de côté par rapport à ce paradigme, mais il faut avoir conscience que ça reste quelque chose d'extrêmement présent dans la société. Dans le chapitre des bonnes nouvelles quand même. Si vous voyez, vous en avez. Pour ce qui est de la sensibilité environnementale, historiquement, on avait pu observer qu'il y avait en fait une réaction inverse entre la sensibilité environnementale et les difficultés économiques. Donc, c'est-à-dire que jusqu'en 2008, la sensibilité environnementale avait tendance à croître. Après la crise de 2008, ça a décru de manière forte. Et puis ça a commencé à remonter qu'au moment où le paradigme économique était un peu plus favorable. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on est dans un contexte économique très tendu, avec néanmoins une persistance, voire une augmentation de la sensibilité environnementale. Donc là, on a peut-être un terreau, malheureusement tiré par des crises persistantes, mais un terreau qui permet de se projeter dans des changements de comportement. Et ça, c'est vrai dans toutes les couches sociales, à tous les niveaux dans notre société? Alors, c'est toujours plus compliqué que ça. Un des déterminants très importants, c'est l'âge, et au-delà de l'âge, la génération. C'est-à-dire qu'on va avoir des générations plus jeunes qui vont avoir une capacité à se projeter dans un changement de modèle qui va être plus forte. Et on a également des facteurs économiques qui rentrent en ligne de compte. On a beaucoup parlé de précarité alimentaire au cours de ces 2 jours. Ça reste un facteur extrêmement important. Les ménages sont soumis à des contraintes qui peuvent être des contraintes de temps, des contraintes culturelles, mais aussi des contraintes économiques. Et ces arbitrages économiques, ils sont quand même au cœur des capacités d'action des ménages. C'est-à-dire qu'on peut être convaincu de la nécessité de changer ses comportements et néanmoins ne pas en avoir la capacité.
Et par ailleurs, la capacité de s'interroger sur la nécessité de changer ses comportements, elle s'inscrit aussi dans le fait d'avoir un capital social, culturel, économique qui permet de poser les arbitrages en ces termes. On parlait de consommateurs. Aujourd'hui, donc on entend bien les réserves que vous posez. Il y a effectivement crise, il y a eu un souhait, un désir d'aller vers du plus court, et puis aujourd'hui peut-être un peu de normalité. Est-ce que vous pensez que ce qui vient d'être posé, des territoires qui vont vers plus d'autonomie, des acteurs qui se regroupent pour avoir une offre et puis un accompagnement, vous avez souligné le volet social, est-ce que c'est à même d'accompagner les consommateurs vers le consommateur? Est-ce que ça vous semble compatible finalement? Aujourd'hui, je ne suis pas certaine que les conditions soient réunies en toute franchise. On a une part de personnes précaires, et notamment précaires au regard de l'alimentation, qui est extrêmement élevée. Alors, je ne peux pas vous donner un chiffre, parce qu'on n'a pas de chiffre officiel pour mesurer la précarité alimentaire. On sait mesurer les bénéficiaires de l'aide alimentaire, donc c'est un petit bout des personnes précaires. Et ils sont déjà très nombreux. Donc ça, c'est déjà un premier gros frein, vraiment très important. Et puis, il y a quand même cette question du paradigme dominant. Il faut, je pense, se représenter ce que ça veut dire de renoncer à la consommation dans une société qui valorise à ce point la consommation. Et donc, peut-être qu'il y a un enjeu, alors là, je ne le mesure pas, mais peut-être qu'il y a un enjeu quelque part à montrer les aspects positifs, comme vous le disiez, de ces scénarios de sobriété, à montrer ce que ça peut avoir aussi d'enchanteur à titre personnel comme à titre collectif. Retrouver un futur désirable dans l'assiette et globalement redonner une envie d'aller vers un scénario heureux. Quel levier on a finalement? Vous restez un petit peu prudente sur vos conclusions. Les leviers pour avancer sur ces questions-là, pour les unes et les autres. Catherine, vous sollicitiez le micro. C'était d'abord, juste pour apporter une précision, mais je pense qu'on la partage. En fait, quand on a des données qui peuvent être qualitatives, qui peuvent venir d'enquêtes qui ne sont pas super stabilisées, mais on a une donnée qui concordait avant la crise Covid, en tout cas, qui était, à chaque enquête, on retombait sur le chiffre d'à peu près 25% en sociaux, 25% de la population qui consent des sacrifices alimentaires. C'est-à-dire qui aimerait manger autrement, c'est exactement ce que vous disiez, mais qui ne peut pas. Pour des raisons qui combinent effectivement le temps, la distance et l'économie, et voilà, différentes ressources qui ne sont pas disponibles. Ce chiffre de 25%, on sait que la crise Covid l'a fait grimper, et de façon relativement structurelle, c'est-à-dire que ça dépasse le temps des confinements. Voilà. Donc on n'a pas d'enquêtes plus récentes qui donnent des choses mais précises. C'est une proportion importante. Et on a aussi observé, à titre de solution, que pendant le confinement, ce qui a permis à ces personnes-là de tenir, c'est une combinaison entre de l'action publique, qui a fourni des solutions institutionnelles, et de l'action citoyenne, tout à fait anonyme, de la cage d'escalier, qui soutenait dans le quotidien voilà, des solutions souvent collectives, parfois individuelles. Une solidarité de proximité. Donc, dans les deux cas, la proximité était majeure, politico-institutionnelle et citoyenne. Merci. Vous vouliez ajouter un point, Sarah ? Peut-être juste un mot par rapport à ce que vous disiez à la fois sur les tendances émergentes et comment faire bouger les choses. On essaie de travailler à l'échelle régionale, nous, pour prendre en compte l'ensemble du système alimentaire, faire le bilan de l'existant et partir de ça. Parce qu'effectivement, les tendances émergentes comme les circuits courts ou les changements de comportement, ça reste assez minoritaire. Et l'enjeu est vraiment de prendre conscience aujourd'hui du système alimentaire tel qu'il est, de partager les constats pour aller vers un choix qui peut être éventuellement différent et travailler du coup à la fois sur la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires, ce qu'on essaie de faire avec plusieurs régions qui ont déjà conduit des travaux et d'autres qui vont suivre et d'autres territoires. Merci à toutes les trois. Vous avez posé les éléments du constat, cet état des lieux, des évolutions en cours. Nous allons continuer. Vous avez évoquer différents leviers et la question de l'implication, de la mobilisation des différents acteurs. On va continuer avec vous trois, si vous le voulez bien, pour essayer de comprendre justement où doit se poser l'implication des différents acteurs, qu'on aille du champ à l'étalage. Donc pour en parler avec nous, Thomas Utaya-Kumar, qui est responsable agriculture-alimentation au WWF,
Avec nous est également Christian Caillet, qui est agriculteur, qui est vice-président de la communauté de communes du Val-de-Drôme. Et cette casquette vous amène à être en charge de l'agriculture, de l'alimentation, de l'irrigation. Et vous êtes aussi président d'une CUMA, je le dis comme un élément important sur les coopérations, on en parlera. Et avec nous, Véronique Lucas, qui est sociologue, qui est spécialiste de la transition agroécologique à l'INRAE. Alors, on parle de levier. Le premier levier, c'est toujours le levier humain. C'est l'action, la mobilisation des uns et des autres. Quand on parle d'alimentation, il y a beaucoup d'acteurs. On est très nombreux. Ça va de la production à l'assiette, la consommation. Il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui transforment, il y a ceux qui distribuent. Pour vous, qui est en capacité d'agir pour aller vers un système plus autonome au niveau des territoires, plus sobre? Est-ce qu'il y a parmi tous ces acteurs qui font notre alimentation un ou des acteurs qui devraient ou qui pourraient agir plus que les autres? Véronique, je vous vois sourire, je crois qu'il faut que vous preniez le micro. C'est allumé normalement. Ça marche, ok. En fait, il faut la mobilisation de tous les acteurs. Ce que moi je constate, c'est qu'on a une situation de surresponsabilisation de deux acteurs en particulier, les consommateurs, on vient d'en parler, avec un certain nombre d'injonctions, de messages les incitant à prendre en charge par eux-mêmes, par leur acte, par leur assiette, cette question de l'évolution vers un système alimentaire plus durable. Et on a aussi les agriculteurs qui sont surresponsabilisés dans cette charge, avec des injonctions qui peuvent venir aussi bien des politiques, d'environnementalistes, etc., des médias, à aussi changer l'agriculture pour qu'elle soit plus durable. Et de fait, ce qui me laisse un peu dans l'angle mort un certain nombre d'autres acteurs, donc tous ceux qui sont entre les agriculteurs et les consommateurs, et aussi l'action publique qui, elle, peut aussi avoir un rôle fort. Donc, et du coup, il s'agit bien que tous se responsabilisent et non pas certains à faire plus d'efforts que d'autres, puisque c'est bien la mobilisation conjointe de tous les acteurs qui pourra faire avancer ces systèmes alimentaires. Est-ce que vous voulez réagir, Christian? Véronique nous dit, effectivement, on pointe les agriculteurs, on pointe les consommateurs en disant changer. À tout le monde, on dit changer. Et puis entre les deux, on a des messages peut-être un peu moins forts. Est-ce que c'est comme ça que vous vivez les choses ou est-ce que je suis complètement à côté? Très simplement, effectivement, d'un côté, il y a les consommateurs, de l'autre côté, il y a les producteurs, agriculteurs, comme vous voulez. Je pense qu'on oublie l'agro-industrie, parce qu'on est quand même commandé, on travaille pour l'agro-industrie, et c'est quand même eux qui demandent à produire en quantité, peut-être pas cher, sûrement pas cher, et pas forcément de bonne qualité pour notre santé. Donc, effectivement, il faut qu'aujourd'hui, on est au pied du mur. Et il faut qu'il y ait un mouvement général. Enfin, moi, je ne vois pas comment on peut changer les choses que d'une partie ou d'autre partie. Il faut que ce soit un mouvement général. Donc, il y a des acteurs à ramener dans le jeu, quelque part, dans la réflexion commune, dans la discussion. Véronique nous disait, les pouvoirs publics et l'agroalimentaire ne sont pas toujours présents. Les pouvoirs publics, les territoires, ils sont là aujourd'hui sur ces assises. L'agroalimentaire, peut-être moins. Comment est-ce qu'on les ramène dans le jeu? Comment on les fait s'asseoir à la table de discussion? Apparemment, je pense que je n'étais pas là hier matin, mais je pense que la question a été posée. Déjà, moi, il me semble qu'aujourd'hui, des agriculteurs, on n'est pas nombreux. Et effectivement, les agro-industriels, je pense qu'ils ne sont pas présents du tout. Comment on fait pour les ramener? Simplement, je dirais, c'est aux consommateurs à changer de mode de production. Nous, dans notre collectivité, la communauté de communes du Val-de-Drôme, depuis le début du mandat, antérieurement, on parlait de résilience, on parlait de transition. Nous, clairement, on a parlé de rupture de système de production,
rupture de mode de consommation. Après, je ne sais pas si c'est un mot, c'est quand même un peu un mot choisi, mais c'est fort, quoi. Un peu fort. Sur Et lequel, est-ce que c'est possible d'être suivi sur un terme aussi fort? Est-ce que vous arrivez à être suivi par d'autres acteurs? Clairement, mes collègues agriculteurs, ils me disent, mais vous êtes fous. D'accord. C'est un pourri, peut-être. Alors, on parlera méthode aussi dans quelques instants, parce qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à travailler sur la manière dont on amène à discuter, à dialoguer ensemble. Vous pointez donc des acteurs visibles dans le débat, d'autres qu'on ne voit pas vraiment. Et il y a ces acteurs que sont les consommateurs. Thomas, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous, pour nous éclairer, le travail que vous avez fait au WWF autour des paniers alimentaires. Vous avez publié plusieurs rapports sur les questions agricoles et alimentaires, dont un rapport qui s'intitule « Vers une alimentation bas carbone, saine et abordable ». Et j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous avez appris, à la fois dans ces actions et en faisant ce travail pour essayer de comprendre où étaient les enjeux et les leviers. Alors, ce rapport, c'est une étude qui date de 2007, donc qui a eu lieu lors des États généraux de l'alimentation, et qui avait pour objectif de répondre à la question suivante: l'alimentation plus durable augmente-t-elle le budget des consommateurs? C'était la question qui s'était posée. Et donc nous, on avait essayé d'y répondre. Donc je vais passer très vite parce que cette étude-là, c'est vraiment le point de départ qui nous amène à la discussion que vous avez eue tout à l'heure avec Sarah Martin de l'ADEME, c'est-à-dire sur les questions de prospective agricole. Où est-ce qu'on va atterrir d'ici 2030 ou d'ici 2050? C'est un peu les grands enjeux qui se posent. Il y a eu de nombreux rapports qui ont été élaborés à ce sujet, tels que des rapports de l'ADEME, TIFA de l'IDRI, 10 Years for Agroecology, les rapports aussi celui de l'association Solagro, After 2050, etc. Pour revenir sur ce rapport très rapidement, l'objet était donc de répondre à la question un peu socio-économique, mais aussi, on va dire, qui se focalisait également sur les enjeux environnementaux. Donc le point de départ a été de reprendre en fait les études de l'ANSES, qui est l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, et qui publie, on va dire tous les 10 ans, une photographie de l'alimentation moyenne des Français. Et de cette photographie-là, on a pu évaluer plusieurs indicateurs, notamment l'empreinte carbone, le coût de cette alimentation et la qualité nutritionnelle. Et en faisant varier en fait les catégories d'aliments, on a essayé d'améliorer ces indicateurs de manière à réduire, les résultats sur lesquels on est atterri, c'est de réduire de près de 40% l'empreinte carbone, d'améliorer significativement la qualité nutritionnelle. On s'est d'ailleurs basé sur le Nutri-Score et puis d'autres indicateurs nutritionnels spécifiques, et puis de réduire le coût de l'alimentation, notamment en réduisant drastiquement la consommation de produits animaux en faveur du végétal et notamment des protéines végétales. Ça, c'est notre porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est-à-dire la manière dont on peut définir l'alimentation durable, ça nous amène à imaginer l'agriculture en 2050. Donc de quoi sera fait l'agriculture en 2050? C'est-à-dire la restructuration parcellaire, la question des systèmes d'élevage, la définition de la durabilité des systèmes d'élevage, que signifie élevage extensif, que signifie système de production végétale plus durable, au-delà de ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire l'éviction ou la réduction drastique des engrais azotés. Donc l'actualité nous montre bien, avec le renchérissement du prix du gaz, avec les problèmes d'approvisionnement d'engrais, avec les émissions de gaz à effet de serre associées, et puis aussi la réduction des produits phytosanitaires de synthèse et d'autres intrants qu'on pourrait évoquer. Là-dessus, pour juste terminer ce propos-là, c'est vraiment ce vers quoi, en tout cas, on a essayé de travailler, c'est définir une alimentation plus durable et définir ensuite un système agricole plus durable en capacité de répondre à cette alimentation. Et alors, on voit bien que c'est une démarche qui part de l'assiette pour définir l'agriculture qui permet de nous fournir ces assiettes saines et durables. Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que les difficultés financières nous amènent à renoncer à une alimentation saine? Est-ce que vous avez, au regard de toutes ces études, une conclusion? On l'imagine, mais est-ce que vous en êtes arrivé à une conclusion? Est-ce que oui, cette question des moyens, cette question de l'accès aux ressources va avoir un impact fort sur nos assiettes? Alors, c'est une question qui est assez complexe. Il y a d'autres études sur l'alimentation durable qui ont été publiées, notamment celle d'ICAT-CE, je crois, fin 2021,
et qui montrait très clairement en fait la répartition des dépenses alimentaires des Français dans leur budget total et par décile de niveau de vie. C'est-à-dire, en fait, on saucissonne la population en tranches de 10%. Si on regarde les 10% les plus précaires, la part de l'alimentation dans leur budget représente près d'un tiers du budget total de ces premiers 10%. Si on regarde les 10% les plus aisés, donc de l'autre côté du spectre, on est sur une part de l'alimentation dans le budget total qui est autour de 12%, si mes souvenirs sont bons. Donc déjà, on parle souvent de moyenne parce qu'effectivement, la part de l'alimentation dans le budget total des Français a diminué ces dernières décennies. Ensuite, il faut vraiment réfléchir par décile de niveau de vie et de voir de quelle population on parle. La population la plus aisée aura plus de facilité, quand bien même elle peut restructurer son régime alimentaire, donc réduire la consommation de protéines animales au profit des protéines végétales et réintroduire dans ce panier-là des produits, par exemple, labellisés, tels que l'agriculture biologique. Dans cette première étude, nous, on avait montré que la réduction des produits animaux, mais aussi des produits ultra-transformés, voilà, ce type de produits, et de remettre du végétal, ça permettait de réduire de près de 20% le coût de l'alimentation actuelle. Et donc, pour revenir à ISO-coût du panier actuel, on pouvait y introduire près de 50% de produits labellisés. Mais ça, c'est des moyennes. Et donc, toute la question de la précarité alimentaire, on en a parlé juste avant, elle nécessite d'avoir des politiques ciblées et de bien définir aussi, de bien en tout cas identifier les structures de population dont on parle, parce que sinon, en fait, on n'aura pas les bonnes politiques alimentaires associées. Et donc là, ça ouvre le long débat sur toutes les politiques qui sont en réflexion aujourd'hui, que ce soit des chèques alimentaires jusqu'à la sécurité sociale et alimentaire. Et c'est des sujets que certaines collectivités territoriales prennent à bras-le-corps. On en a parlé effectivement sur ces 2 jours, avec peut-être, Marianne en parlait tout à l'heure, la question du changement de modèle de consommation désirable. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous portez aussi un propos. Ça fait partie de la panoplie des leviers ou des actions à mettre en œuvre? Le changement de consommation, il est tributaire des changements de système de production. À partir du moment où, en tout cas, on est présent pour donner en tout cas des outils, des outils, on va dire, de compréhension à donner aux consommateurs pour qu'ils essaient d'appréhender au mieux ce que signifie durabilité d'un système de production, que ce soit sur l'élevage ou sur la production végétale. Il y a une étude qu'on a sortie récemment avec Greenpeace et le BASIC, qui est un cabinet qui travaille sur les questions socio-économiques de l'alimentation, qui est une étude comparative sur les démarches alimentaires, donc qui essaie de comparer différentes certifications, labels alimentaires, publics et puis certains privés, et dont on essaie en fait de comprendre un peu le caractère durable de chacun d'entre eux. Et cette étude, elle s'était inscrite aussi dans une dynamique de politique publique, puisque vous le savez très bien, aujourd'hui, avec la loi Egalim et le décret d'application relative à la restauration collective publique, il y a l'obligation d'introduire 50% de produits durables dans cette offre alimentaire. Et dans ces 50% de produits durables, il y a différents labels. Et donc, il y en a certains d'entre eux qu'on a souhaité analyser pour essayer de rendre compte un petit peu de l'impact potentiel de ces labels en termes d'externalité environnementale et socio-économique. Et c'est des choses en fait sur lesquelles on travaille pour essayer d'aider les différents acteurs que vous avez évoqués au départ, tous les acteurs de la filière, les distributeurs, les transformateurs, l'industrie agroalimentaire. Et on essaie en fait de se retrouver autour de la table, mais aussi avec des acteurs publics, de manière en fait à aiguiller au mieux les choix de durabilité, que ce soit sur l'offre alimentaire, mais aussi sur la construction des systèmes agricoles qu'on essaierait en tout cas d'inscrire dans ces scénarios dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est un peu ce travail-là qu'on fait. Donc je répondais aussi à la première question, la nécessité de mettre tout le monde autour de la table. Et il y a certaines régions qui le mettent en place, notamment via des coalitions. Moi, je connais la coalition d'autonomie protéique dans la région Centre-Val de Loire, une coalition qui avait pour objectif de mettre autour de la table différents types d'acteurs, privés et publics, de manière à réintroduire les légumineuses dans les systèmes agricoles, de manière à répondre à la durabilité des systèmes d'élevage, s'affranchir par exemple de la déforestation importée notamment, et répondre aux enjeux de consommation durable d'un point de vue des consommateurs. Retenons 2 points importants.
comprendre, connaître, pour pouvoir mettre en place effectivement un accompagnement des consommateurs avec ce rôle important des territoires, des pouvoirs publics. Vous dites tous la même chose. Et regardons à l'autre bout de la chaîne, celui qui produit. Je voudrais revenir avec vous, Véronique et Christian, sur le vécu des producteurs, des agriculteurs. On sait bien qu'aujourd'hui, globalement, au niveau le plus large, le contexte n'est pas très favorable au développement de l'agroécologie, globalement, même si ponctuellement ça avance. Quels sont les facteurs qui pourraient permettre aux agriculteurs de se tourner plus vers cette agroécologie dans ce contexte qui n'est pas très facile? Qu'est-ce qu'on, au sens large, peut faire pour accompagner ce mouvement? Alors, si on regarde en fait la part restreinte d'agriculteurs qui aujourd'hui avancent dans l'amélioration écologique de leur système de production, on peut voir en fait deux catégories de facteurs qui permettent d'avancer malgré ce contexte défavorable, c'est-à-dire malgré cette organisation générale du secteur agricole qui offre assez peu de ressources pour la transition agroécologique, voire même qui impose un certain nombre de contraintes. En fait, on a des agriculteurs qui arrivent à avancer parce qu'ils sont dans un contexte particulier qui offre des opportunités spécifiques pour arriver à faire malgré ce contexte défavorable. Je vais prendre un exemple concret. Quand vous regardez la viticulture biologique, elle est la plus développée de manière massive sur le pourtour méditerranéen, comparativement aux autres vignobles. Pourquoi? Parce que le problème le plus dur à gérer en viticulture biologique, c'est les maladies fongiques, dont la prévalence est beaucoup moindre sur le pourtour méditerranéen grâce au climat plus sec. Puisque c'est l'humidité qui joue un facteur là. Bon, voilà, du coup, les viticulteurs, une partie des viticulteurs du pourtour méditerranéen, qui en plus, dans la concurrence avec les vignobles plus prestigieux, Champagne, Bourgogne, Bordelais, avaient aussi besoin de se différencier pour arriver à exister, ont trouvé dans cette opportunité qu'ils ont d'avoir déjà moins besoin de fongicides, qui est le problème le plus dur à gérer, un moyen d'arriver à se différencier et d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on a une viticulture biologique très développée sur le pourtour méditerranéen. Donc ça, c'est un premier type de facteur, un contexte particulier qui fait que ça peut être favorable. Et d'autres catégories d'agriculteurs qui arrivent à avancer dans l'amélioration écologique le font grâce à l'auto-organisation collective qui fait qu'à plusieurs, ils vont réussir à créer des solutions, des conditions favorables malgré cette organisation générale qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, ils se retrouvent en groupe, par exemple, pour co-construire ensemble les savoirs, les références dont ils ont besoin pour développer des systèmes écologiques, puisqu'aujourd'hui, la R&D fournit pas suffisamment de connaissances. Ils vont se retrouver ensemble pour développer des débouchés, des points de vente collectifs, de nouvelles filières qui vont leur permettre d'avoir des prix plus intéressants et à la hauteur de leur coût de production en système écologique. Ou bien ils vont se retrouver ensemble en coopérative d'utilisation de matériel agricole pour investir collectivement dans les équipements qui sont nécessaires au système écologique. Alors, le climat méditerranéen, ici, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, je sais votre attachement tous les deux à ce que sont les CUMA, et effectivement à ce qu'est la coopération. Ça, c'est un facteur fort pour accompagner, aider et porter les agriculteurs vers plus d'agroécologie, quelque chose d'important. Christian? Bon, est-ce qu'il marche? Oui, il marche. Donc, tout à l'heure, en me présentant, tu as dit que j'étais président d'une CUMA. Je suis juste un ancien président de CUMA. Non, c'est pas grave. Je vais prendre un exemple, notre CUMA, qui est dans le Var de Drôme, côté de Cré. On est 9 adhérents. En 2003, un des adhérents est passé en agriculture biologique. Tous les autres, on était encore en conventionnel, plus ou moins opposés ou pas à l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, en 2020, je crois qu'il n'y a plus qu'un adhérent qui n'est pas engagé en agriculture biologique. Et entre les deux, il s'est passé quoi? Eh bien, il s'est passé, comme dit, on se voit quand même régulièrement, on travaille ensemble, on discute, on échange. Ah ben ouais, sa production de chèvres marche bien. Donc, on y est allé petit à petit. L'exemple est à suivre, quoi. Enfin, il faut s'aimer, il faut partager. Et je dirais peut-être qu'il faut partager maintenant largement,
plus largement. Véronique? En fait, c'est un bon exemple d'un territoire, la Drôme, où les CUMA et d'autres types d'organisations collectives se sont beaucoup développées dès l'après-guerre, sont restées présentes. Donc on fait un maillage, un tissu socio-professionnel où, on va dire, la coopération est inscrite dans l'horizon socio-culturel des agriculteurs. Si vous prenez une carte des organisations agricoles en France, vous allez vous apercevoir qu'il y a des territoires qui n'ont pas ce maillage-là par des organisations collectives qui est lié à leur histoire. Et donc, en fait, cette auto-organisation collective, finalement, elle n'est pas à la portée de tous les agriculteurs. Il faut un certain nombre aussi de dispositions, de conditions pour pouvoir s'organiser avec d'autres. La première chose, c'est qu'il faut du temps disponible. Or, la profession agricole est la catégorie socio-professionnelle au plus fort volume horaire de travail en France, donc confrontée aux surcharges de travail, qui est quand même un frein important pour pouvoir s'engager dans les démarches collectives. Et puis, il y a aussi ce capital social, c'est-à-dire cette densité du réseau socio-professionnel local qui n'est pas la même aussi d'un territoire à l'autre. Oui, mais je vais vous donner un contre-exemple. Je regarde Olivier Rollinger qui est juste à côté de vous, qui vient de Bretagne. En Bretagne, on a historiquement et presque génétiquement un modèle coopératif qui existe, qui a toujours fonctionné, et une agriculture qui ne va pas vers l'agroécologie. On a beaucoup de coopératives en Bretagne. Hein. Alors effectivement, en fait, on peut coopérer pour différentes finalités. La CUMA, c'est un outil au service de multiples fins. Donc, ça peut être au service de la transition agroécologique, ça peut ne pas l'être. Et donc, si on veut dépasser cette part restreinte aujourd'hui d'agriculteurs qui s'auto-organisent collectivement, qui arrivent grâce à ça à avancer dans l'amélioration écologique, il faut des changements aussi à d'autres niveaux de ce système agricole, notamment dans les politiques commerciales qui aujourd'hui font qu'on importe de plus en plus d'alimentation produite à un faible coût, avec beaucoup d'implications environnementales et sociales, dont on met en concurrence les agriculteurs d'ici avec ce moins-disant social et environnemental dans d'autres pays. Donc il faut revoir les politiques commerciales, il faut revoir la politique agricole commune qui aujourd'hui, par son premier pilier, encourage encore beaucoup de logiques contraires à l'agroécologie. Il faut revoir aussi la recherche et développement. La recherche publique a de moins en moins de moyens pour fonctionner, etc. Et pour qu'on puisse amplifier et transformer structurellement cette organisation du secteur agricole. Et puis il y a un autre levier, Véronique, dont vous m'avez parlé quand on a préparé cette rencontre, c'est l'animation territoriale écologique, avec une notion, une définition d'un acteur qui n'existe pas ou pas encore assez, qui serait très important pour faire avancer, c'est l'animateur territorial écologique. C'est quoi l'idée derrière ça ? En fait, je plaide effectivement pour avoir des animateurs territoriaux de la transition agroécologique parce que même si on change les politiques commerciales, la politique agricole, les cadres réglementaires scientifiques, aller vers l'agroécologie, c'est de toute manière fonder davantage les systèmes agricoles sur les ressources locales, donc davantage autoproduire à l'échelle locale les ressources dont on a besoin. Les semences pour qu'elles soient plus adaptées et permettent des systèmes agricoles plus résilients, des équipements aussi davantage adaptés aux conditions agronomiques locales, etc. Donc il faut aller vers davantage de coopération qui aujourd'hui est le fait d'une part restreinte chez les agriculteurs. Donc c'est pour ça que je plaide pour des animateurs territoriaux qui soulagent l'effort de coordination des agriculteurs qui s'auto-organisent collectivement, parce qu'aujourd'hui ça pèse beaucoup sur leur épaule, être président de CUMA ou président d'un groupement d'employeurs qui permet justement d'avoir plus de main-d'œuvre sur les fermes, ça pèse en termes de démarches administratives, d'organisation. Donc d'animateurs territoriaux qui soulagent cet effort de coordination et qui aillent aussi de ferme en ferme pour aussi mieux prendre en compte les besoins de ceux aujourd'hui qui ne sont pas familiers de l'organisation collective et qui ont besoin d'une démarche d'aller vers pour mieux prendre en compte leurs besoins, pour organiser les formes collectives dont elles ont besoin aussi. Christian, Thomas, une réaction à cette idée d'animateurs territoriaux, et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire avancer vers plus d'agroécologie ? Il y a le droit de dire ce que vous pensez, Christian. Je vais la faire politiquement correcte, alors du coup... Oh non, faites-la directe. Bon, d'accord, ok. Je suis agriculteur depuis 1990, ça fait 30 ans.
je trouve qu'on n'est pas aidé, pas forcément par des animateurs, mais on n'est pas aidé par la PAC. La PAC ne nous aide pas à aller vers un système agroécologique comme on le définit aujourd'hui. Après, ma question, c'est quelle définition on met sur l'agroécologie? Alors j'ai recherché un peu, moi j'en ai retrouvé 2 sur Internet. Donc le système de culture du sol, donc des grandes exploitations qui ne travaillent pas le sol, qui mettent un petit peu d'engrais, un petit peu de glyphosate, et bon, ils se disent agroécologie. Et puis après, des petites structures comme la mienne, petites surfaces engagées en AB, et surtout en vente en circuit court. Donc on a quand même deux systèmes d'exploitation complètement à l'opposé. Après, je dis on n'est pas aidé, on a quand même beaucoup de monde qui sont là pour nous expliquer comment il faut qu'on travaille. Excusez-moi, parce que je crois que dans la salle, il y a peut-être beaucoup qui font ça. Et désolé. Et après, il y a un mot, il y a le bon sens agricole. Bon, j'avoue, certains l'ont perdu depuis longtemps, mais il y en a encore qui l'ont aujourd'hui. Et j'aurais tendance à dire, laissez-nous travailler comme l'on veut, mais quand même, mettant les barrières, de ne pas exagérer avec la surproduction, désherbation, utilisation de produits phytosanitaires. Donc, si j'entends bien, à la question de quoi avons-nous besoin pour faire avancer les choses, vous mais dites, on a toujours besoin de conseils. Tranquille. On a toujours besoin de conseils, quand même. D'accord. Ok. Vous je rattrapez suis, là. Je suis élu en charge de l'agriculture, de l'alimentation. Mon devoir, c'est d'aller voir mes collègues agriculteurs et leur expliquer, essayer de leur expliquer qu'il faut travailler autrement, qu'il faut aller vers un mode économe en eau. Voilà. Je ne veux pas aller voir les agriculteurs qui sont déjà engagés en agriculture biologique, mais on va aller voir ceux qui ne veulent pas y aller. Bon, je suis désolé. Thomas. Non, mais je me permets de rebondir. Ce que vous évoquiez, c'est fondamental parce que lorsqu'on travaille par exemple avec des associations paysannes telles que les CIVAM, donc les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture milieu rural, on travaille notamment sur la question économique. Donc comment augmenter le revenu disponible des agriculteurs? Qu'est-ce que ça signifie en termes de refonte du système agroécologique? Moins de charges par exemple, moins de mécanisation, moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais azotés, etc. Et puis, donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte déjà d'augmenter ce revenu et d'avoir une exploitation plus vertueuse où le résultat courant avant impôt, c'est ce qu'ils regardent à la fin, sur la viabilité d'exploitation, leur permettra en fait d'avoir une pérennité, en tout cas d'activité. Et donc ces enjeux-là économiques, et puis on a évoqué aussi les négociations commerciales avec les distorsions de concurrence, tout ce genre de choses, c'est vrai que très souvent, c'est des sujets qui sont moins évoqués, la politique agricole commune, et qui prennent au coup les agriculteurs qui après peut-être peuvent s'offenser de n'aborder que le volet environnemental. Et c'est vraiment ces deux piliers-là, nous, sur lesquels en fait on travaille avec les associations paysannes ou en concertation multi-acteurs. Et de mon point de vue, après ça reste un point de vue, les collectivités ont tout leur rôle à jouer, malgré le fait qu'il y ait des problèmes de subvention, il y a des problèmes aussi d'enveloppe budgétaire affectée à chacun des projets. On peut aussi parler du plan du plan de relance qui avait été mis en place pour l'agriculture. On peut aussi parler de celui qui a été mis en place sur l'introduction de légumineuses dans les systèmes parcellaires, qui était seulement de 100 millions d'euros, alors qu'il avait été budgété par d'autres institutions à près d'1 milliard d'euros. Il y a aussi la question des emplois. Comment est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire si on a des systèmes qui vont perdre des emplois comme les systèmes d'élevage, est-ce qu'il n'y a pas d'autres systèmes à dynamiser? Et il y a des études aussi qui ont été faites pour remettre des ETP dans des secteurs qui sont aujourd'hui en minorité et face à d'autres qui vont péricliter. Et toutes ces questions-là, ça mérite en fait justement de se concerter effectivement aussi à l'échelle territoriale, puisqu'aujourd'hui on a des systèmes qui sont très spécialisés et qui vont nécessiter aussi une déspécialisation et une remise en cause en profondeur en faveur des systèmes agroécologiques. Et tout ça, ça va passer en fait aussi par ce levier-là. Ce qu'on entend quand même, c'est que l'une des conditions
de base pour que l'agroécologie soit l'un des futurs vers lequel on va, c'est d'abord les conditions de travail des agriculteurs. Vous avez parlé de la PAC. Enfin, bref, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, c'est la base. On entend aussi, et c'est un point important, la question de la coopération, de l'entraide, hein, c'est important. Et je retiendrai, Thomas, aussi, dans ce que vous nous avez dit, l'importance de bien comprendre vers quoi vont à la fois les consommateurs, vers quoi vont les différents acteurs pour accompagner en prospective ces évolutions. Vous avez parlé de ces acteurs, merci à tous les trois. Ces acteurs-là, tous sont des citoyens. Et on va, pour le dernier focus que nous allons faire ensemble, essayer d'aborder la question de la citoyenneté, justement, de la citoyenneté dans notre assiette. Et pour en parler avec nous, nous recevons deux acteurs, Laurence Baudelet et Estelle Macher, qui est ethno-urbaniste, qui est fondatrice de Graines de Jardin, que vous connaissez certainement, qui est une tête de réseau de jardins partagés en Île-de-France, et qui va à la fois nous donner son regard de chercheuse et puis celui de l'actrice qui met les mains aussi dans la terre. Et à côté de vous, il y a Olivier Rollinger, chef cuisinier, compositeur d'épices, et qui est aussi un observateur très attentif de ce qu'est aujourd'hui le goût, ce qu'est aujourd'hui la consommation, nos assiettes en fait, vous les regardez avec beaucoup d'attention. J'avais envie d'ouvrir en fait ce dernier échange autour de nous, citoyens, mangeurs, face à nos assiettes, en vous demandant si aujourd'hui on est maître de nos assiettes. Est-ce que nous, face à l'assiette, on est aussi citoyens? Est-ce qu'on en fait ce qu'on veut? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut de nos assiettes en conscience? Je mets des guillemets, mais je les mets quand même. Laurence, est-ce que vous voulez commencer? Oui, merci. Alors, on n'est certainement pas maître de nos assiettes au sein de l'Union européenne, parce qu'on est dans un cadre qui est celui de la PAC, et aussi parce qu'on a beaucoup évoqué les grandes surfaces, hein, et que beaucoup de Françaises et de Français se nourrissent à travers ce système aujourd'hui. Moi, il se trouve que depuis plus de 20 ans, je m'intéresse à ces projets de jardinage donc, associatif, collectif, où effectivement des personnes essayent de faire pousser des plantes comestibles, pas uniquement, mais entre autres. Et par exemple, à cette occasion, découvrent qu'il existe un catalogue des semences, commencent à comprendre un peu comment est fabriquée, entre guillemets, leur alimentation. Pourquoi il n'y a toujours que 3 variétés de tomates dans le supermarché. Je pourrais prendre d'autres exemples, évidemment. Et donc, peu à peu, se conscientise par rapport à ces enjeux-là. Et j'ai vu, effectivement, c'est ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, peu à peu, le lien se faire avec les questions d'alimentation, notamment, certains jardins sont devenus des points de distribution AMAP, puis certains adhérents de ces jardins ont fondé des coopératives alimentaires. Donc, on voit bien qu'ils ont fait le lien assez vite entre ce qu'on mange et ce qu'on transforme pour notre alimentation. Mais ça reste relativement confidentiel et anecdotique, oui, parce que ça nécessite beaucoup d'énergie, ça nécessite des ressources, des compétences que tout le monde n'a pas forcément. Il y a une concurrence du foncier, je travaille beaucoup dans des zones urbaines, donc encore aujourd'hui, pour créer ou maintenir des jardins, ça pose des problèmes. On est loin d'avoir gagné la bataille, la légitimité face à d'autres enjeux qui sont aussi importants que le logement, par exemple. On continue à nous opposer le fait que peut-être qu'il vaut mieux avoir ici un logement que des jardins. Et je dirais que là, les dernières crises qu'on vient de vivre ces 3 dernières années ont mis en lumière la grande vulnérabilité de notre système alimentaire, agroalimentaire. Hein. L'histoire de la moutarde, elle est un peu anecdotique, mais elle a quand même révélé des choses. Et bien sûr, on n'est pas concerné comme l'Afrique par le blé ukrainien, mais on a bien compris que les enjeux de l'eau potable cet été ou les enjeux liés à des guerres, à des crises climatiques, ils vont nous atteindre à un moment ou à un autre. Même l'Union européenne, aussi riche soit-elle, ne pourra pas toujours être à l'abri des crises qui nous atteignent. Et donc, cette question de la relocalisation des circuits courts, de remettre la main sur notre alimentation, elle devient de plus en plus cruciale. Et en particulier, moi, je dirais dans les quartiers en grande difficulté dans lesquels je travaille en Île-de-France depuis un certain nombre d'années, où j'entends des personnes, et notamment les femmes, qui restent quand même assez souvent dans la famille en charge des questions de santé et d'alimentation, me dire, nous on aimerait bien acheter du bio par exemple, mais on n'a pas les moyens, et encore moins là aujourd'hui, je dirais qu'il y a 5 ans.
Donc quand on fait notre jardin, on a quand même le sentiment de se rapprocher finalement de cette qualité-là, d'un point de vue gustatif, du point de vue aussi des diversités variétales. C'est aussi intéressant d'un point de vue culturel parce qu'on peut ramener des graines de la région d'origine. L'été, on revient avec des graines dans les poches. Donc on conserve aussi quelque chose de soi, de sa culture, de son histoire. Donc ce que je veux dire, c'est que l'alimentation, c'est évidemment quelque chose qui va bien au-delà du simple fait de manger. C'est aussi du lien social, c'est aussi de la culture. Et que là, aujourd'hui, avec des ménages qui ont des ressources de plus en plus contraintes, se pose la question de savoir comment effectivement permettre à chacun d'avoir une alimentation de qualité, variée, etc. Et l'un des leviers, vous l'avez dit, surtout en zone urbaine, c'est le foncier. Il faut qu'il y ait accès à du foncier pour pouvoir recréer ce lien. Mais je veux juste indiquer 2 points, c'est qu'il y a le foncier, mais il y a aussi les compétences, je l'ai dit tout à l'heure, les connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu la chance pour beaucoup d'entre nous d'avoir des grands-parents ou des parents qui avaient un jardin. Donc en fait, en gros, on ne sait plus du tout cultiver. On a perdu tout ce qu'on a acquis depuis le néolithique. Donc je le dis quand même à chaque fois, parce que moi j'ai commencé par des études d'ethnologie, mais c'est vraiment un fait anthropologique majeur. Enfin, je veux dire, on a perdu tous nos acquis de 10 000 ans en 2 générations. C'est quand même complètement incroyable. Et pareil sur la transformation, sur la cuisine. Je veux dire, même quand on amène des enfants dans les jardins, on leur explique que cette courgette, on peut la transformer. La courgette qui pousse, la plante elle-même leur est totalement inconnue. Le mot leur est relativement inconnu aussi. Est-ce qu'on peut en faire encore plus ? Donc, si vous voulez, il y a vraiment énormément de travail là devant nous, et notamment auprès des enfants. Donc ça, c'est le 2e point. Et le dernier point, rapidement, c'est le temps. Parce que aujourd'hui, tout est fait dans ce système agroalimentaire pour qu'avec le micro-ondes et le surgelé, vous passiez très peu de temps à cuisiner finalement. Donc ça veut dire aussi de retrouver non seulement des marges un peu financières, mais aussi du temps pour soi. Et c'est très connecté aussi avec cette question quand même du bien-être, du temps pour soi, du temps pour sa famille. Et on voit beaucoup de gens qui courent. Et dans les banlieues où je travaille, les gens, ils courent, ils prennent les transports, ils passent un temps fou dans les transports. Et la question du temps est toujours centrale, quel que soit le sujet qu'on aborde. Donc, retenons ces éléments, Laurence. Je voudrais bien, Olivier Rollinger, que vous répondiez à la même question. Maître de son assiette. Alors tout d'abord, moi je vais vous remercier pour cette invitation et puis vous dire que c'est un moment joyeux que nous vivons parce que très sincèrement, il y a 20 ans, il y a même 10 ans, j'imaginais pas des réunions comme celle-ci où on allait tous parler d'alimentation. Et là, je me permets de vous parler non pas comme cuisinier étoilé, comme mandaté à travers l'association des Relais Châteaux pour représenter les 550 meilleurs chefs dans le monde, mais simplement vous parler en tant que cuisinier, mais cuisinière, mais peut-être comme n'importe quelle maman, papa, grand-père ou grand-mère, c'est d'être au bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les agriculteurs, il y a les pêcheurs, et puis il y a aussi nous, lorsque nous prenons une pomme de terre, nous faisons un potage à la maison, ou nous cuisons un poisson dans le four. Cette formidable responsabilité, ou non pas formidable, parce que c'est pas joli formidable, mais cette belle responsabilité que de nourrir l'autre. Nourrir l'autre, c'est prolonger la vie de l'autre. Et là, vous parliez évidemment des enjeux liés à l'alimentation, qui sont des enjeux sociétaux évidents, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et évidemment de santé publique. Mais il y a des mots qui me font peur. Les mots impératifs, les mots résilience, les mots rupture, les mots même durabilité. Dans durabilité, il y a dur. Et lorsqu'on mange, il y a 2 choses qui nous importent. D'abord, c'est l'envie. Ensuite, vous l'avez évoqué, évidemment, il y a une notion de prix, d'économie. Mais le grand dénominateur commun, c'est le grand plaisir. Le plaisir de porter un élément mais aux portes du temple de chacun que sont nos lèvres pour l'ingérer et devenir ce que nous allons être. Lorsque l'on prend conscience de ce prolongement de la vie, on comprend que pour se nourrir et que pour être en bonne santé, il faut avoir une nature en bonne santé. Et que les hommes et que les femmes qui façonnent cette nature, je pense tout le monde agricole et le monde de la mer, il faut évidemment qu'ils soient aussi en bonne santé sociale et économique. C'est donc pas incompatible.
Durabilité ça l'est totalement et plaisir. incompatible. Pourquoi c'est incompatible? Parce que l'agriculture, comme l'alimentation, n'aurait jamais dû devenir une industrie. L'industrie, c'est quoi? L'industrie, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est formidable la révolution industrielle, c'est de mettre en place un système pour faire des profits. Très bien. Mais pensez-vous que toutes ces je parle là de cuisine, et on va parler des femmes en cuisine, parce que c'est curieux, quand on parle de cuisine, on parle toujours des hommes. On parle d'Épicius, on parle de Vatel, on parle d'Escoffier, on parle de Bocuse, alors que depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui ont nourri l'humanité. Alors évidemment, c'est souvent les hommes qui ont collé le ventre au fourneau de toutes ces femmes. Mais néanmoins, quand on a donné, quand on a laissé après la guerre, nous, notre génération, quand on a dit le progrès, c'était tout d'un coup de pousser un caddie dans un supermarché le samedi après-midi pour nous alimenter toute la semaine. C'était un progrès. Et surtout, il ne fallait pas cuisiner. Mais c'était un désastre c'est un désastre pour l'humanité. C'est un désastre. Et on en voit aujourd'hui toutes les conséquences. C'est la raison pour laquelle l'agroalimentaire s'est approprié l'alimentation du monde. Simplement, prenez n'importe quel petit déjeuner à travers le monde aujourd'hui dans un hôtel qui soit haut de gamme ou bas de gamme. C'est tous les mêmes produits, c'est à peu près 3 marques. 80% de l'alimentation française passe à travers 4 centrales d'achat. Comment voulez-vous que les agriculteurs s'en sortent? Ou la première publicité ou argument de vente d'un produit alimentaire en France et en Europe, ce n'est pas la qualité, la valeur nutritionnelle, d'être bon, pas bon, joli, pas beau. C'est simplement d'être moins cher que les autres. Olivier Rollinger, ce que vous nous dites, c'est retrouver le plaisir parce que c'est essentiel, tourner le dos ou aller à l'agro-industrie et revenir vers des modèles de proximité, on en plus court et de production à l'échelle. Je repose ma question, on voit bien, c'est une notion importante, mais la question de la citoyenneté, de la maîtrise, nous, face à notre assiette, comment on fait pour redevenir pleinement citoyen, pour avoir pleinement le choix? Alors, moi, je ne vais peut-être pas aller dans le sens de votre question, mais je peux vous dire que la dernière fois, j'étais avec ma femme en descendant, aller voir mon ami Paul Masson, qui a toujours fait un travail exceptionnel dans l'alimentation. Et on était, nous, avec notre petit morceau de pain, un morceau de pâté, une pomme, une petite tomate, et on s'est arrêté sur l'autoroute. Parce que là, nous sommes tous là, mais nous sommes tous convaincus les uns les autres. On a tous pris on a cette prise de conscience commune. Mais lorsque vous êtes sur une aire d'autoroute à 13h30 et vous asseyez juste devant la porte et vous voyez tous ces sandwichs Donna, ce coca, quelle que soit la voiture qui est là, quel que soit le mode vestimentaire, quel que soit l'âge et quelle que soit la nationalité, alors là, vous avez, comme me dit madame, là, vous prenez un gros coup de trouille. Hein. Et vous dites, là, il y a encore un énorme boulot à faire. Pourquoi? Parce que là, lorsque vous êtes devant un aliment, il ne s'agit pas de citoyenneté, il s'agit de vous et votre plaisir. C'est-à-dire, c'est comment faire basculer ce plaisir. Et moi, j'ai peut-être une des clés. Aujourd'hui, les enfants, aujourd'hui, ont pris une conscience écologique. Ils ne laissent pas tourner, ils ne laissent pas ouvert leur robinet lorsqu'ils se brossent les dents. Ils ne jettent pas du papier, ils veulent sauver les baleines, ils veulent sauver les dauphins, ils veulent sauver toutes ces choses-là. Cette bascule de l'écologie dans l'alimentation, c'est peut-être une des clés de la réussite de cette transition écologique. Parce que l'alimentation, c'est tout d'un coup se reconnecter à la nature et se dire, moi, je fais partie de cette grande dame nature. Aujourd'hui, l'enfant n'en est pas conscient. Et c'est la raison pour laquelle, si on veut prendre une dimension citoyenne, il faudrait effectivement, la France, pays du droit du bien manger, qui a été le pays des droits de l'homme, la France, pays des droits de l'homme, devrait être effectivement le pays du droit du bien manger et pas réservé comme un privilège à quelques-uns. Regardez ça, c'est effectivement un droit. Mais ça passe par l'éducation. Alors, il ne s'agit pas de charger encore l'éducation nationale, parce que j'ai le plus grand respect par rapport aux profs, aux instituteurs. On leur donne tout. On leur demande même d'apprendre aux enfants à dire bonjour et au revoir et merci. Donc, effectivement, si en plus on leur demande de leur apprendre à manger, c'est compliqué. Mais pourtant, quel extraordinaire levier, parce qu'on sait très bien aussi que ce sont les enfants qui ensuite reviennent dans les familles et sensibilisent les familles. Alors, la question du droit au plaisir, la question de l'éducation et, Laurence, aussi d'autres leviers. Je voudrais bien que vous nous expliquiez pourquoi, et c'est
votre pratique, vous le vivez au quotidien, le fait de jardiner vous semble un levier important aussi. Vous nous avez parlé de lien social. On comprend bien en fait que le fait de cuisiner, de transmettre, d'entendre, de recevoir, de travailler ensemble dans un jardin partagé, c'est une question lien social. Donc en quoi est-ce que ces leviers-là, ils sont particulièrement puissants pour qu'on puisse avancer vers cette question d'agroécologie ? Alors, les jardins sont un outil de sensibilisation. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, ça passe par le plaisir, ce que vous avez souligné très bien, c'est-à-dire que vous avez accès à des produits ultra frais puisque vous les récoltez vous-même le jour même et vous avez la chance de pouvoir les transformer si vous savez les transformer. Ce que je disais tout à l'heure, si vous avez des ustensiles à la maison, si vous avez quelques recettes en tête ou si quelqu'un peut vous indiquer comment faire. D'où d'ailleurs le fait que les AMAP, dès le début, ont fourni des recettes avec les légumes. Vous avez bien conscience du fait qu'un certain nombre de leurs consommateurs ne sauraient pas comment transformer ces légumes. Donc, il y a une émulation dans ces jardins, si vous voulez. Donc, vous voyez votre voisin ou votre voisine qui cultive telle ou telle plante. Vous n'aviez jamais vu cette plante avant. Vous ne savez pas comment la cultiver, etc. Donc, il y a un transfert de compétences, c'est évident, qui se joue à une échelle horizontale entre ces jardiniers qui va diffuser des connaissances et des compétences. Donc ça marche bien. Mais comme je vous disais, il faut arriver, à mon avis, à emboîter encore une fois là, le local et le global. C'est-à-dire que toutes ces initiatives, ces micro-initiatives, elles ont joué un rôle, elles se sont beaucoup développées. On a des centaines et des centaines de jardins maintenant, de jardins partagés en tout cas en France. Déjà, il y avait déjà des jardins familiaux. Enfin, il y a une dynamique très très forte. Mais à l'intérieur d'un système qui lui est totalement opposé, qui est celui d'une agriculture très industrielle. Et donc, on voit bien qu'on est à front renversé, si vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes effectivement citoyen dans votre jardin, privé d'ailleurs aussi, ou collectif, et puis que quand vous retrouvez à nouveau au supermarché ou avec ces choix très très contraints, bah, effectivement, vous avez ce qu'on vous donne, quoi, ce qui est disponible là. Alors, il y a énormément de choses disponibles aussi. Hein. On a des espèces du monde entier, des bananes, des avocats à toutes saisons, etc. Donc, quand vous êtes dans un jardin, effectivement, les tomates, elles ne sont pas là toute l'année, les fraises non plus. Ça, évidemment, vous rebouclez aussi avec la saisonnalité. Donc, cette citoyenneté, c'est aussi une façon de comment dire, de se dire, je participe d'un autre système, clairement. Je ne suis plus dans ce système-là assez délirant d'une abondance permanente, une espèce de corne d'abondance qui a été le rêve de l'humanité. Je pense que c'est ça aussi, en fait, qu'on a mis en place, mais qui est complètement délirant d'une certaine manière parce que c'est pas du tout durable. Donc quand vous êtes dans le jardin, vous revenez à une forme d'humilité. Hein. Enfin, c'est-à-dire que s'il a beaucoup plu, vous avez perdu potentiellement la récolte ou si vous n'avez pas assez d'eau, etc. Donc cette il ne faut pas penser non plus que ce que je veux dire par là, c'est que cette citoyenneté alimentaire, elle remplace une société d'abondance. Bien au contraire, vous revenez aux difficultés que connaissent aussi les agriculteurs. Donc ça vous reconnecte avec des formes de fragilité. Voilà. Oui. Mais qui sont sans doute beaucoup plus proches de la réalité. Et qui sont importantes pour dessiner, ça revient aux 4 scénarios de transition, qui, oui, je crois que ça peut s'applaudir de souligner ça, de partager au moins ce qu'est la précarité, ce que peuvent être les menaces, ou en tout cas les défis que nous allons avoir à relever collectivement. Donc un outil fort, cette collaboration, ce retour donc à du partage et à de l'expérimentation. Ça peut être dans la cuisine aussi, j'imagine. On peut partager une manière de cuisiner, échanger des recettes. Par exemple, nous, on veut bien échanger des recettes avec vous, Olivier, mais je ne sais pas si vous allez y gagner. Mais ça, c'est important, c'est le partage et de pouvoir continuer à avancer pour que la citoyenneté s'appuie sur cette collaboration, en fait, ce collaboratif et cet échange. Vous vouliez ajouter un mot ? Oui, tout à l'heure, on parlait de jardiner. Vous savez, cette femme merveilleuse qui est Vandana Shiva, qui disait, parce qu'on parlait du temps, on va dire oui, mais parce que finalement, cuisiner, c'est retrouver sa souveraineté alimentaire individuelle. Et c'est tout d'un coup se faire plaisir. C'est se faire plaisir à soi-même parce que on est bien souvent les uns les autres, où on travaille dans les champs, on travaille en cuisine, ou on travaille devant un ordinateur. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt devant pianoter là, devant les ordinateurs. Et tout d'un coup, on a les doigts gourds. On se demande à quoi ça sert, sinon que de pianoter. Et vous savez qu'on peut éplucher un oignon, on peut éplucher une carotte, on peut faire toujours ce fameux potage dont je vous parlais tout à l'heure. Et tout d'un coup, on se fait plaisir, on se retrouve soi-même. Mais aussi, on va faire plaisir
à ce que l'on aime, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de cuisiner pour l'autre. Et puis, on va faire plaisir à tous nos acteurs locaux, parce qu'on aura fait le bon choix. Et puis, on va faire plaisir aussi à la planète, parce qu'on va avoir un bilan carbone bien moindre. Et puis aussi, on va faire même plaisir à son porte-monnaie. Parce que ça coûte nettement moins cher, évidemment, d'aller chercher une carotte et se faire une carotte râpée ou se faire son potage, que d'aller acheter une carotte râpée toute faite ou d'aller d'acheter un potage en briques. Deuxième point, la notion de temps. Mettons de côté, effectivement, une maman seule avec ses enfants qui a 1 heure de trajet pour aller au travail, 1 heure pour revenir, et qui gagne un minimum. D'ailleurs, je ne sais même pas, là on ne parle pas de cuisiner, je ne sais pas comment elle fait pour vivre. Mais globalement, et là je reprends Vandana Shiva, les yogis, on a du temps pour faire du yoga aujourd'hui, c'est extraordinaire. On a du temps pour faire de la méditation, c'est extraordinaire. On a du temps pour faire de la marche, c'est extraordinaire. Eh bien, elle dit less yogi, less meditation, less running, more gardening and more cooking. Ce sont des activités qui, et enfin, je voudrais, parce que appel. je sais qu'il y a beaucoup d'élus et vous occupez des collectivités. Un tout dernier mot, Olivier, s'il vous plaît. Un dernier mot, mais c'est parce qu'il est important, parce qu'à un moment donné, il faut concrétiser les choses. Alors, il y a 300 femmes et hommes en France, ça s'appelle le collectif Les Pieds dans le Plat. Ce sont des cuisinières, des cuisiniers, des diététiciens, des diététiciennes, qui, sur tous les parcours, si vous avez un maire, un président de conseil général, un président de région, qui est un peu perdu, qui aimerait faire passer l'ensemble de ces cantines municipales, de ces collèges, de ces lycées en bio, en local et en 100% fait maison, eh bien, il fait appel à ce collectif Les Pieds dans le Plat, qui met en place cette ski qui s'appelle Nourrir l'avenir, parce que se cacher derrière le marché public est un véritable scandale. Merci. Merci beaucoup. Alors, le temps passe très très vite et dans quelques minutes, nous irons en pause, mais je vous propose, si vous en êtes d'accord, avant cela, de répondre aux questions de la salle. Plusieurs questions sont arrivées via SMS. Merci pour ces questions, je vais les transmettre. Vous souhaitiez peut-être avant réagir sur le terme d'agroécologie en quelques mots ? Sur l'agro-industrie, mais s'il y a des questions un peu dans ce sens-là aussi. Il y en a effectivement. Ouais. Ça me donnait envie de réagir, de vous entendre, et je partage tout à fait, dire qu'il y a quand même un acteur manquant au sens très large du terme, entre le producteur et le consommateur et les collectivités qui font de leur mieux, etc. C'est l'agro-industrie qui n'est pas souvent là, qu'on a du mal à saisir, qu'on ne sait pas très bien décrire, qui est voilà, une espèce de longue chaîne noire. On peut se demander comment faire pour l'inviter à la table, si on peut dire. Il me semble qu'il y a des étapes, en fait, ça peut être inspirant de se les rappeler ensemble. Il n'y a pas tant de choix que ça. La recherche nous les donne à voir d'une certaine manière. Pour pouvoir faire ensemble, il faut déjà avoir un objectif commun, finalement. Se donner un but, effectivement. Si c'est faire du profit, on part par là, alors que le projet de faire ensemble dans un territoire, de manger, etc., c'est un peu un autre projet. Donc la question, c'est de se demander comment cette agro-industrie peut rejoindre ce projet partagé. En fait, il me semble qu'il n'y a que 3 voies. C'est étonnant de se dire qu'il n'y en a que 3, peut-être on pourra en débattre. Mais la première voie, c'est la coercition. Dire, bon, vous ne voulez pas venir, vous viendrez de force. Donc c'est changer les grands cadres, changer la PAC, changer les règlements. La loi Egalim, elle va dans ce sens-là. Vous n'avez plus le droit de faire du dumping auprès des agriculteurs. Voilà. La première voie. Elle est difficile, elle est douloureuse, elle crée des remous, etc. Il y a 2 autres voies qu'on voit sur le terrain, dans des initiatives plus territoriales, sans doute beaucoup plus modestes en taille, mais qui sont inspirantes parce qu'elles ne sont pas aussi rudes que la coercition. La première, c'est l'enrôlement de bonne volonté. Et quand on va sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des situations, je pense par exemple à l'abattoir de Rostrénin en Bretagne, où ces acteurs agro-industriels aussi sont victimes de ce modèle concluant de générations, vous avez très bien résumé, je ne m'y lance pas à nouveau, mais de cette erreur, quelque part, et qui en font les frais eux aussi,
parce que surconcurrence, ils ne font pas le poids, parce que problèmes sociaux, parce que échec économique, social, etc. Et dans ces moments-là, ces acteurs-là, de leur plein gré, cherchent un autre modèle. Et l'abattoir de Rostrénin, en l'occurrence, il a été racheté par ses propres salariés pour faire de la vente directe de viande bovine du territoire. Voilà, un exemple d'enrôlement. D'implication volontaire. Troisième voie, générer ces acteurs. Puisque ceux qui sont là partent ailleurs, on va en inventer. C'est-à-dire que les acteurs qui sont déjà autour de ce banquet, pour garder l'image, repèrent qu'il y a une chaise vide et créent l'acteur. Par exemple, toutes les légumeries publiques créées par les collectivités locales, on se rend compte qu'il manque une fonction qui est de l'ordre de la transformation, qui est industrielle, qui est tout à fait dans ce projet de changement d'échelle qui est au-delà du lien producteur-consommateur, où on est sur des gros volumes, où on est sur des flux plus longs, etc. Et on fabrique l'acteur manquant sur mesure pour le projet en cours. Donc ça fait que 3 voies finalement. Je trouve ça intéressant de se les rappeler et de se demander si on a les moyens peut-être d'accompagner le mouvement dans une de ces 3 directions. De les explorer. On en a besoin. Voilà, en termes d'action publique. Ou peut-être une combinaison des 3 d'ailleurs. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres. Et pour aller dans le sens de ce que vous venez de partager avec nous, quelqu'un dans la salle nous disait, Marie a commencé son intervention en évoquant la surresponsabilisation des agriculteurs et des consommateurs. Or, les interventions sont toutes tournées vers ces acteurs. Que fait-on pour mobiliser les politiques et les acteurs économiques pour, in fine, permettre de modifier la PAC? Donc c'est effectivement un enjeu fort avec ces 3 directions de travail, ces 3 pistes à explorer que vous venez de partager. Merci beaucoup. Alors je vous propose, peut-être souhaitez-vous poser vos questions de vive voix. Je crois qu'il y a des micros qui vont circuler. Merci beaucoup. Dans la salle, je vous en prie, le micro va descendre jusqu'à vous. En attendant, je crois que quelqu'un plus haut a déjà le micro. Alors, si vous voulez bien poser votre question, et puis le micro arrivera jusqu'à vous au 4e rang. Nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette table ronde très riche. Karine Pionetti, je suis chercheuse indépendante basée dans les Hautes-Alpes. Et la question que je me suis posée, mais je vais partiellement y répondre, mais après j'aimerais vous écouter aussi, c'est comment est-ce qu'on fait concrètement sur un territoire quand les acteurs institutionnels n'ont pas du tout envie de faire bouger les lignes, voire même sont dans la résistance ou dans la continuer sur un modèle agricole qui va dans le mur, mais qu'il n'y a pas de volonté politique de faire changer les choses. Donc nous, je voulais juste quand même témoigner de cette initiative de recherche-action qu'on a pu mener sur les Hautes-Alpes pendant 5 ans. Donc ça faisait un petit peu écho à ce que vous disiez, Catherine. De 2015 à 2020, on a accompagné un mouvement qui est parti de la base sur la question de la relocalisation alimentaire, des ateliers paysans-chercheurs, pour que les paysans soient accompagnés par des citoyens, des chercheurs, mais qui puissent eux-mêmes trouver leurs solutions. Donc identifier des problématiques d'adaptation au changement climatique, de semences, d'autonomie. On a créé et accompagné un groupe de femmes sur l'agroécologie, des femmes paysannes. Voilà, donc il y a eu tout un système qui s'est développé, qui est parti de la base avec peu d'acteurs institutionnels, peu de soutien, quand même un soutien financier, économique de l'ADEME et de la région. Voilà, donc pour dire qu'en fait, des fois, les acteurs institutionnels, ça ne suffit pas, ou dans le sens, ils ne sont pas mobilisables, et il y a quand même des choses à faire. Et un deuxième message, rapidement, je pense que moi j'ai animé pendant 2 jours là, des ateliers ruches sur la question du genre. Pour moi, il y a un angle mort dans tout ce qu'on dit ici, ça a été un petit peu évoqué là, mais c'est la question du genre, la place des femmes dans la transition, qui est absolument capitale. 1/3 des fermes en agriculture biologique en France sont pilotées par des femmes. Les cuisinières dans les cantines, les personnes qui agissent sur l'alimentation, ce sont des femmes. Dans les abattoirs de proximité, dans les fromageries, dans toutes ces initiatives de transition qui vont dans le bon sens, on trouve énormément de femmes. Et pourtant, là, on entend parler d'acteurs, de citoyens, d'agriculteurs. Et moi, j'aimerais bien entendre ces mots plus souvent au féminin, parce que on sous-estime vraiment le capital de changement qui est porté par les femmes. C'est quelque chose qui passe sous les radars des institutions et pourtant qui est absolument essentiel comme moteur de transition. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle une réaction, un élément de réponse ? J'essayais vous êtes un peu à contre-jour, de voir la proportion d'hommes et de femmes dans la salle, heureusement.
il y a les deux, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de tête féminine à l'œil. Juste à titre d'illustration. Je veux bien dire, Laurence ? Oui, je veux bien juste dire juste un mot sur la question des femmes. Alors, dans les jardins partagés, c'est une écrasante majorité de femmes depuis les prémices de ce mouvement à la fin des années 90. Ça ne s'est jamais démenti, donc on est sur une deuxième génération aujourd'hui. Et je vois effectivement une majorité de femmes investies dans ce type de projet. Et comme je disais tout à l'heure, qui font souvent le lien avec effectivement la transformation alimentaire, mais aussi du coup avec les enjeux de santé au sein de la famille. Et elles jouent un rôle très important, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont vraiment les petites fourmis sur le terrain qui font concrètement avancer les choses, voilà, autant qu'elles le peuvent, avec les moyens dont elles disposent. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faudrait mettre cet aspect-là sociologique beaucoup plus en valeur, parce que c'est vraiment une donnée importante, et aussi à l'échelle mondiale. Elles jouent vraiment un rôle dans l'agriculture familiale très très important. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous aviez une question. Avez-vous le micro ? Bonjour, Laurence Lopez, adjointe santé alimentation de la ville de Thoiré, commune de Nantes Métropole. Nous avons 10 000 habitants. Et donc moi je suis adjointe, je suis très, très motivée, donc je fais partie de ces politiques très motivées pour la transition alimentaire. Un petit point seulement que moi j'aimerais apporter, c'est que nous, élus locaux, n'avons pas toujours les moyens de nos ambitions. En termes financiers, en termes concrets aussi. Donc je pense qu'il n'est pas tout à fait vrai de dire que les politiques, c'est pas possible de les convaincre. Moi, je suis convaincue en tout cas. Donc peut-être suis j'exception à la règle, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'à Nantes Métropole, ce soit le cas. Donc voilà, il faut aussi nous donner les moyens. On nous demande aujourd'hui de nous, collectivités territoriales, d'en faire toujours plus avec toujours moins. Donc voilà, c'est un vaste programme. Comme dirait quelqu'un de célèbre. Par ailleurs, Monsieur Rollinger, je suis ravie de vous voir ici aujourd'hui. Je vous ai vu il y a quelques mois tenir d'autres discours. Je partage avec vous le fait qu'il faut que les enfants mangent avec plaisir et qu'ils mangent aujourd'hui, mais aussi dans 70 ans. Si vous n'aimez pas le terme durabilité, parce que vous y trouvez le terme dur, je vous propose d'adopter celui de sustainability à l'anglaise, de soutenabilité, qui peut-être assurera un avenir plus soutenable à nos enfants. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous souhaitez, Olivier Rollinger, répondre ? Oui, alors moi je peux vous donner simplement une petite expérience. J'ai travaillé dans l'ombre pour un grand groupe de cuisine collective et avec mon ami Michel Bras pour faire tomber les taux de sel, de sucre et de graisse saturée dans toutes les cantines. Et au bout de 15 ans, avec des gens merveilleux qui travaillaient dans cette société, mais à la sortie, rien n'était déployé parce qu'il y avait toujours un coût et les actionnaires considéraient que le coût était trop important et que les profits de ces sociétés allaient diminuer. C'est la raison pour laquelle je me suis rapproché de ce collectif Les Pieds dans le Plat et en particulier d'un homme qui s'appelle, il a un prénom prédestiné, il s'appelle Germinal Perrault. C'est le président du conseil général de Dordogne, et qui, dans son programme politique, son premier programme, c'était de faire passer plus de 80% des collèges en 100% bio, 100% local, 100% fait maison. Dernièrement, ils viennent d'embaucher 2 bouchers, parce que maintenant, on achète les bêtes sur pied. Ils ont repris en main leur marché public. Ils sont évidemment, il faut être un petit peu malin, parce que vous savez les uns les autres que la notion du local ne rentre pas en jeu, donc il y a le bilan carbone, il y a aussi la notion de dépannage, parce qu'effectivement, quand il manque 20 kilos de brocoli de Nouvelle-Zélande, c'est compliqué de se fournir. Bref, ils réussissent aujourd'hui pour 1,51 € à nourrir leurs élèves. Ça se fait, et très vite. Ils réunissent un an avant les agriculteurs locaux, en bio ou pas en bio. On détermine déjà ce qui est fait sur le territoire. Et les menus sont évidemment faits en fonction de la saison et en fonction de ce territoire pour l'ensemble de ces cantines de collège. Si bien qu'en amont, on a déterminé les quantités, on a déterminé les prix pour assurer les prix aux agriculteurs. Et il y a un déploiement qui se fait en moins d'1 an et demi dans l'ensemble de ces collèges. Donc ça se fait, c'est possible. Et je sais très bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'élus qui aimeraient et qui ne savent pas
tout à fait comment prendre, dans quel sens prendre ce problème. Donc franchement, je vous invite, parce qu'ils peuvent venir, ils interviennent, et ils sont extrêmement efficaces. Pour mieux comprendre, on fait l'inventaire de ce qui est produit, mais en retour, on passe commande peut-être en disant ça serait bien qu'on ait des œufs, ça serait bien. Oui, voilà, c'est-à-dire que si par exemple vous avez des agriculteurs qui sont là, d'abord qu'on incite, comme vous disiez tout à l'heure, Christian, les agriculteurs qui sont en conventionnel à passer justement en bio en leur assurant des prix pendant cette période de transition qui est souvent la plus délicate pour les agriculteurs. Et là, l'ensemble du marché pour l'année prochaine est fait sur le papier. Les prix sont déterminés parce qu'il ne s'agit pas d'étrangler l'agriculteur au moment où tout d'un coup il a sa production. Tout ça est fait évidemment lien entre cuisiniers et diététiciens et diététiciennes et cuisinières, je n'oublie pas, parce que vous avez raison, il y a plus de femmes en collectivité qui travaillent pour cuisiner pour le plus grand nombre que d'hommes. Et ainsi, on réussit vraiment, enfin c'est la preuve, il suffit d'aller quand même dans ce département pour voir que ça fonctionne. Seulement, il faut effectivement le là politique. Le là politique, et beaucoup aujourd'hui, beaucoup de politiques aimeraient lancer cela, mais n'ont pas les moyens. Donc, mais localement, il y a plein d'exemples où vraiment ça fonctionne. Donc, gardons espoir. Les initiatives, celles-ci, effectivement, basées sur la planification et effectivement la sécurisation, il y a beaucoup d'initiatives dont vous nous parlez aussi dans les textos. Je surveille aussi l'heure du coin de l'œil et nous avions promis une petite pause à 15h45. Oui, Véronique, la toute dernière intervention dans ce cas-là, la toute dernière. En fait, effectivement, du côté des collectivités territoriales, il peut aussi y avoir un sentiment de surresponsabilisation que vous exprimez là, face à la liste des tâches, etc. Mais du coup, moi, j'invite aussi à mettre en scène les limites, notamment aux yeux du grand public, par vos bulletins municipaux, etc., à expliquer les limites auxquelles vous êtes confrontés, ce que vous faites, les marges de manœuvre que vous essayez de pousser, comme le fait le Conseil général de Dordogne, mais aussi à montrer les insuffisances de la loi, des politiques nationales et européennes, pour aussi aller au-delà de notre cercle de convaincus dans la sensibilisation plus générale du grand public aux enjeux alimentaires et agricoles, quoi. Merci de rappeler ce volet aussi de plaidoyer pour faire avancer les choses. On a parlé de collaboration, on a parlé d'action des collectivités, mais il y a aussi ce point de plaidoyer. Alors, monsieur, je ne sais pas si les micros sont là. Peut-être que pour la toute dernière intervention, pour éviter toute frustration, vous allez devoir parler très fort. Je crois que le micro arrive jusqu'à vous. Comme quoi ça fonctionne. Un étudiant a fait des entretiens auprès d'exploitants agricoles qui avaient engagé une transition agroécologique. Et il a remonté comme levier la question de la santé. Sur 10 entretiens, 2 exploitants avaient engagé une transition à cause de problèmes de santé. Et voilà, je trouvais que c'était un peu absent des leviers qu'on a évoqués. Merci beaucoup pour cet ajout. Beaucoup d'éléments ont été absents des échanges de cet après-midi. Forcément, vous l'avez vu depuis hier matin, les thématiques à aborder quand on parle de nos assiettes, elles sont très, très nombreuses. On n'a pas parlé non plus de la mer ou pas assez. On n'a pas parlé de beaucoup d'initiatives que vous citez dans vos textos. Évidemment, ce n'est pas terminé. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est une courte pause et de revenir juste après. Revenez parce qu'il y aura des annonces et des éléments à partager. Juste un point, je n'ai pas eu le temps de lire la totalité des SMS que vous avez bien voulu nous envoyer. Je les transmettrai à l'ensemble des intervenants pour qu'ils puissent continuer à dialoguer et aux organisateurs. Donc, toutes ces contributions ne sont pas perdues. Merci beaucoup. On se retrouve dans cette salle à 16h15 pour la reprise et la toute dernière séquence de nos travaux. Merci.